Bon, bonjour Serge Maury. Pour commencer, j'aurais voulu avoir une petite présentation du personnage, savoir où tu travailles, qu'est-ce que tu fais comme pratique, dans quel champ tu interviens. Voilà, j'aurais voulu que tu puisses commencer par présenter. Ça permettra à tout le monde de savoir d'où tu viens. Bonjour Maximilien et merci de prendre le temps de pouvoir me poser quelques questions et puis surtout de nous poser quelques questions à tous les psys et à l'ensemble de la profession. Je pense que c'est nécessaire et je tenais à saluer ton initiative. Alors, je m'appelle Serge Maury, donc. Je suis psychologue clinicien et j'exerce essentiellement en libéral à Aix-en-Provence. J'ai également créé une association qui s'appelle le MCP, le Ouais, Mouvement Clinique et Psychothérapie. Psychothérapie au pluriel, c'est très important parce que ça donne déjà un petit peu le ton de la philosophie de l'association où on a une approche plutôt éclectique. d'accord. Voilà. Donc, c'est une association qui s'occupe essentiellement médiatisée sur tout le secteur de l'Ouest étang de Berre. Donc, on reste encore dans le bassin aixois et dans le sud-est de la France. Ok, Voilà. ok. Tu as eu des formations particulières en psychothérapie? Alors, au Tu niveau de la nous donnes un peu. psychothérapie, Voilà. voilà, pour reprendre un petit peu le parcours, je n'ai que des diplômes qui n'existent plus, puisque ça doit certainement être ton cas également, puisque j'ai un DUG, une licence, une maîtrise, un DESS, un DEA et un doctorat. Donc, il ne me reste que deux diplômes qui sont reconnus, la licence et le doctorat. Ouais, Indépendamment de ça, je me suis formé aussi en dehors des murs de l'université au niveau des approches systémiques. J'ai également participé pendant 4 ans, suite à une psychanalyse, à la section clinique à Aix-en-Provence, mais également à Antibes. Donc, une double approche. J'ai tu as fait de la soutenu psychanalyse à la systémie, alors c'est ça que je comprends? voilà, exactement. Je suis passé de la. Alors, en fait, c'est un peu plus. Le parcours est un peu plus complexe, pas compliqué, mais complexe, parce qu'il y a de nombreuses approches qui ont ponctué mon parcours. Mhm. D'abord, les thérapies cognitivo-comportementales, D'accord. et plus la partie cognitive que comportementale. Là, c'était par rapport à une étude et une recherche que j'ai effectuée à partir de la maîtrise, ce qu'on appelle aujourd'hui le Master 1. Ouais. Puis en Master 2, j'ai été formé à un master à Nice, à Sophie Antipolis. C'était un master de famille et des groupes en situation de crise avec une approche systémique et psychanalytique. Donc là, j'ai été aussi formé en systémie et en psychanalyse. Si on peut parler de formation, c'est un peu particulier, en tout cas du moins concernant la psychanalyse, puisque la psychanalyse, c'est l'expérience de la cure pour ma part. Donc, ce n'est pas une formation qui exige ou qui impose des protocoles spécifiques, mais plutôt l'expérience de la cure. Donc, ensuite, à la section clinique, on a pu aborder certains textes de Freud et de Lacan, auxquels j'ai participé, notamment dans ce qu'on appelle des cartels. Voilà, j'y ai travaillé pendant quelques années. Et puis ensuite, l'ensemble des trois approches, je dirais, les thérapies cognitivo-comportementales, la psychanalyse, la systémie, enfin, je préfère dire les thérapies familiales systémiques, eh bien, tout ceci a débouché sur une autre approche et une autre pratique que j'exerce, j'exerce avec cette pratique, pardon, depuis quelques années maintenant. C'est la pratique de la thérapie narrative. D'accord. Comment ça se fait que tu es passé d'un modèle à un autre? Est-ce que ça répondait plus à tes besoins, à ceux de tes patients? C'est ta clinique qui fait que tu ne t'y retrouvais plus dans tes modèles? En fait, je suis toujours parti du principe que la formation des psychologues était une formation, à mon sens, hein, en France en tout cas, que je qualifierais de dogmatique et très légère. Et ma curiosité m'a emmené à faire la distinction entre être psychanalyste, psychothérapeute, psychiatre, psychologue,
psychopraticien. Et donc, le psychologue, pour moi, c'est une formation universitaire qui, à mon sens, devrait exiger un enseignement pluridisciplinaire. C'est-à-dire notre caisse à outils doit comporter plusieurs outils et par là même plusieurs approches. Donc, en fait, j'ai été un petit peu autodidacte au sein même de l'université, puisque à Aix-Marseille Université, à l'époque, ça s'appelait l'Université de Provence, Ouais. l'épistémologie et l'approche principale avec laquelle les enseignants forment et travaillent, c'est la psychanalyse. Ouais. Voilà, il faut savoir qu'à Aix-en-Provence, les différents directeurs qui se sont succédés, et les différents patrons qui se sont succédés n'étaient que des psychanalystes. Et donc, ça voulait dire que tout le modèle de base, de référence, c'était la psychanalyse. C'est ça que tu veux dire alors? Exactement. Donc, Que on si, avait. si le patron est psychanalyste, toute l'entreprise a cette couleur psychanalytique. C'est ça que tu veux dire? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, de Didier Anzieux, René Caès, Roland Gori, Jean-Louis Pédinetti, tous d'orientation psychanalytique, sinon psychanalyste, quoi, hein. D'accord. Donc, effectivement, ça a piqué ma curiosité au lieu de suivre le mouvement. Je me suis dit, il y a peut-être d'autres choses qui se pratiquent. Et j'ai commencé à m'intéresser à certains auteurs, notamment outre-Atlantique et anglo-saxons, quoi. D'accord. Alors finalement, ça rejoint une des questions vers laquelle je voulais aller, c'est la question de l'intégration. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir mélangé des théories, des outils, des stratégies, ou est-ce que finalement, tu as mis les autres premiers modèles de côté? Et je me posais la question de savoir si selon toi, il y a des limites dans l'approche intégrative. Est-ce que c'est pas un leurre? Comment on fait d'ailleurs? Comment tu as fait dans ta tête pour agencer tout ça? Ben, Euh, en fait, oui, oui, je vois, c'est une question pertinente parce que pour ma part, l'approche dite psychothérapeutique intégrative, euh, ça reste flou et je tenais d'ailleurs à saluer ton ouvrage parce qu'on y voit un peu plus clair. C'est une approche disons-le très clairement, en France en tout cas, assez critiquée. Et donc, j'ai dû saucissonner mon approche intégrative, je dirais. C'est-à-dire mais que lorsque… Oui, Mais excuse-moi. non, c'est intéressant que tu dises ça parce que justement sur le terrain, il est très rare finalement aujourd'hui de trouver des psys qui ne connaissent qu'un seul modèle et qui ne se sont pas à un moment donné inspirés des autres. Donc c'est vrai que l'approche intégrative peut poser des questions, elle peut être regardée un peu de travers, mais tout de même, il ne faut pas l'oublier que la plupart des cliniciens sont comme toi, c'est-à-dire qu'ils ont goûté à différentes choses et ils peuvent, sans s'en rendre compte, réagencer des théories Mhm. c'est-à-dire que le mot est peut-être tabou, la pratique peut paraître tabou, mais dans les faits, concrètement, on a très peu de cliniciens qui ont une pratique canonique et qui n'ont lu qu'un seul type de texte et qui ne s'alimentent de rien d'autre, en fait. Tu Oui, vois? tout à fait. Mais en fait, ce qui est pour ma part non pas enfin, critiquable au sens noble du terme, ce qui est critiquable, c'est que il ne faut pas confondre, pour ma part, l'approche intégrative et s'amuser à faire des ruptures épistémologiques. C'est-à-dire que si on prend un peu de systémie, un peu de cognitive, un peu du comportemental, un peu de psychanalyse, on crée forcément des ruptures épistémologiques. Mhm. Et ça devient un petit peu un magasin de fripes fait de briques et de brocs, et Mhm. où le risque, c'est de manquer un petit peu de rigueur. C'est pour cette raison-là que dans mon parcours professionnel et universitaire, j'ai souhaité, en un sens, isoler, pour mieux mettre en lien par la suite, mais isoler les différentes approches. Mhm. Donc d'abord les TCC, ensuite la systémie, ensuite la psychanalyse, et pour déboucher sur la thérapie narrative. Euh, Oui, c'est voilà. intéressant parce que dans l'approche systémique et dans l'approche narrative, pour moi, ça fait partie des derniers courants, d'une certaine Oui, tout à manière. fait. C'est-à-dire qu'on est dans une vision plus constructiviste et donc il y a moins de batailles à avoir parce que c'est sûr que TCC et psychanalyse,
même au-delà de la rivalité française, il y a quand même, comment dire, des socles. Il y a pas, il y a Oui. une difficulté d'avoir un socle commun, tandis que l'approche systémique ou narrative, je pense qu'elle est hors d'un conflit d'une certaine manière. Hmm. Donc, je me disais que finalement, plus tu avançais, plus tu arrivais sur quelque chose qui était moins conflictuel avec l'approche narrative, j'imagine. Tout à fait, mais alors sur l'approche narrative, on est plus sur du constructionnisme social que sur du Ouais, constructivisme. d'accord. Voilà, c'est prendre en considération la culture, les institutions, les croyances du patient, du sujet, et on parle d'identité et de construction identitaire sociale, quoi, hein, alors que le constructivisme a une approche plutôt biologique, intrapsychique. Donc, la rupture épistémologique existe aussi. Il y a d'ailleurs un texte très intéressant d'Edith Goldbetter, que Edith Goldbetter a écrit en 1998, pardon, Mhm, qui s'appelle Entre constructivisme et constructionnisme social. mhm. C'est un texte très intéressant et j'encourage nos auditeurs à lire ce texte parce qu'effectivement, la barrière est limite. Hein. Mhm. Euh, donc, effectivement, dans la manière dont j'ai pu construire mon identité professionnelle, je me retrouve un peu plus en harmonie, si j'ose dire, avec les deux dernières approches, puisqu'elles Ouais, font partie aussi, et notamment les thérapies narratives, des troisième vagues des thérapies brèves. Hein. Donc, d'accord. Mhm. on arrive à quelque chose d'un peu plus abouti, d'un peu plus construit. Et tout ceci, quand même, c'était l'objet d'un travail sur une vingtaine d'années. Hein. Mhm. Faut le préciser quand même. Hein. C'est Oui, pour oui. ça que voilà, c'est pas de la petite formation à la sauvette, si j'ose dire, que l'on peut retrouver ou que l'on peut proposer parfois. Donc ça c'est important, me semble-t-il, de le préciser parce qu'on vit actuellement dans une société où on a envie de se former en moins de 6 mois et de visser des plaques ou je ne sais quelle autre activité. Là, ça a été l'objet d'un travail qui continue d'ailleurs depuis d'une recherche appliquée, une recherche à portée professionnelle, si j'ose dire, depuis une vingtaine d'années. Et je Mhm. pense que c'est important de le préciser. Ouais, je comprends bien. J'ai une dernière question clinique. Après, j'ai des questions plus relatives à la profession. Mais si Oui, tu auras une bien sûr. anecdote d'une rencontre clinique en quelques mots où tu t'es rendu compte que tu as dû modifier la trajectoire parce que ça n'avançait plus, où il y avait un blocage, ou d'un seul coup, tu as fait appel à une autre posture clinique, à une autre théorie, à un autre outil, une autre façon de voir les choses. Je ne sais pas s'il y a un exemple qui pourrait te venir comme ça à compter aux gens. Oui, j'en ai plusieurs, mais on peut les mettre en lien. On peut les mettre en lien. On Euh, t'écoute. alors, j'en ai une d'une, d'une jeune femme qui était enceinte et elle avait tendance à faire des cauchemars et son cauchemar était toujours le même. Son cauchemar, en fait, c'est qu'elle, pour reprendre ses propos, elle était sur un radeau, sur une mer agitée, et elle faisait l'amour avec son propre père au beau milieu de cette mer agitée sur ce radeau. Et lorsqu'elle se réveillait, elle était complètement choquée et en même temps pris d'une forte culpabilité parce que elle y avait pris du plaisir. Ah bah c'est un Et cas donc, clinique complètement psychanalytique, ça. alors, c'est un cas clinique complètement psychanalytique, mais on va voir finalement Mhm. comment ça a pu, si j'ose dire, se régler, parce que je pars du principe qu'un psychologue n'est pas un psychothérapeute. On y reviendra peut-être plus tard. Et un psychothérapeute n'est pas un psychanalyste ou un psychologue. Donc, c'est important aussi de différencier les professions, parce qu'on n'exerce pas le même métier. On est On d'accord. n'exerce pas du tout le même métier. Et donc, du coup, mon écoute a été psychanalytique parce que j'ai attiré l'attention chez cette jeune femme euh, sur le signifiant, le mot qu'elle utilisait. Elle disait souvent, justement pour parler de son rêve, sur une mer agitée. Et en fait, j'ai commencé à lui poser quelques questions, non pas sur son père, alors que c'est ce qui l'a préoccupé, mais sur sa mère. Mhm.
et ça a été très intéressant parce que de là, elle a pu déplier un certain nombre de choses. Bon, ça n'aura pas échappé aux personnes qui nous écoutent. Hein, sur une mer agitée, mon écoute est allée du côté de la mer, M-E, accent grave R-E, bien évidemment, et pas sur la mer, M-E-R. Et du coup, ça nous a permis de débloquer, si j'ose dire, un point de butée, parce que du coup, elle avait des relations avec son père qui étaient plus que tendues, puisqu'il ne pouvait même pas s'approcher d'elle. Il ne comprenait pas pourquoi d'ailleurs, juste pour lui faire une bise ou lui caresser le ventre, quoi, vu qu'elle était enceinte. Hein. Et ce qui a été intéressant, c'est que l'écoute psychanalytique m'a permis de faire un travail que je qualifierais de psychanalyse brève. Oui. Ben, c'est là où ça devient intéressant parce que du coup, on s'est vu 4 fois. Hein, on a eu 4 séances ensemble. Ouais. Donc, c'est très peu. Hein. On peut même dire que tu as fait un recadrage d'une certaine manière. C'est-à-dire voilà, elle a porté l'attention sur la question du père et toi, tu as recadré le problème parce que le problème la définition du problème est déjà un problème en soi, comme tu le sais certainement. Et en élargissant la focale, il y a quelque chose qui a pu se débloquer. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on utilise en thérapie narrative, c'est-à-dire des processus d'externalisation du problème. La personne n'est pas le problème est le problème. Le problème est EST. Et donc, entre les mots et l'image, il y avait un fossé qui se creusait, et ça a d'ailleurs été l'objet de mon travail de thèse associé au cinéma, c'est-à-dire l'identification filmique et autobiographique, au même titre que les travaux de Freud sur le rêve. Donc, le rêve raconté, le rêve narré, fait d'images. Quand on y associe les mots, il se passe des choses. Et ce qui s'y passe, justement, de par ma formation, c'est que je pense que notre travail en tant que psychothérapeute est basé sur l'écoute. Mais de quelle écoute parle-t-on? Et donc là, je qualifie ça d'écoute psychanalytique. Hein, tu l'as très bien cerné. Parce qu'effectivement, le signifiant mère a débloqué quelque chose et j'en ai fait autre chose par le biais de questions externalisantes et une forme de recadrage. C'est exactement de ça dont il s'agit. Et puis, Serge Tisserand a une très belle expression, il parle de groupe intériorisé concernant une personne. En thérapie narrative, on parle de club de vie privée. Parlant de sa mère, on a pu parler de son père, de sa fratrie, de ses amis, et on a élargi le champ. Et effectivement, cette patiente, pour faire court, hein, je suis désolé, on n'a pas le temps d'aller plus en avant. Il est intéressant l'exemple, il est très bien. Voilà, mais ça a été une rencontre passionnante puisque je ne l'ai vue que 4 fois. Ouais. Et du coup, ça lui a permis aussi de comprendre qu'il y avait une différence entre les mots et les images, mais très simplement. Alors que sur un dispositif, si j'ose dire, psychanalytique, divan à l'appui, bon, c'est un autre travail. On aurait pris une autre route. C'est en ça où je te posais cette question. Voilà. Exactement, on aurait pris une autre route, mais en même temps, et c'est pour ça que je dis souvent aux étudiants à l'université, je leur dis souvent, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer, parce que c'est de là que naissent les oppositions bêtes et stupides, si j'ose dire. Ouais. Un patient qui vient en consultation, ce n'est pas la même chose qu'un analysant qui souhaite entrer en analyse. Et donc, moi, je recevais une jeune femme qui devait repartir dans son pays d'origine. Elle n'avait que très peu de temps devant elle et elle avait, dans sa demande, elle avait besoin d'évacuer ses rêves répétitifs, pour ainsi dire ses cauchemars. Et donc, si elle était venue et si j'exerçais en tant que psychanalyste, je l'aurais orientée auprès d'un psychothérapeute. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'en fait, je peux utiliser certaines orientations, mais pour autant, je ne confonds pas la place que j'occupe. Je ne suis pas psychanalyste, je suis psychothérapeute. Oui, je comprends bien. Voilà. Et donc ouais. ça a été très intéressant parce que voilà un exemple concret pour le coup qui illustre la faisabilité. Mon patron de thèse disait souvent
c'est la faisabilité qui compte. C'est-à-dire que nous avons une caisse à outils, même en tant que psychologue et en tant que psychothérapeute, même si ce ne sont pas les mêmes professions. Et il faut piocher dans cette caisse à outils en fonction des situations qui se présentent à nous. Et Ouais, non avec le désir de coller un corpus théorique ou une épistémologie qui n'a affaire qu'avec ouais. nos propres pratiques ou nos propres désirs même, je dirais. Hein. Ce qui est Voilà. intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que finalement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais une personne, en fonction de qui elle va rencontrer comme professionnel, va plus du tout avoir le même destin. Donc, il y a quelque chose dans le regard déjà du clinicien, dans sa Oui, posture, dans ses idées, dans ses propositions, ses suggestions, qui vont être extrêmement déterminants et qui vont accompagner, qui pourraient enquister un problème, qui pourraient le fluidifier, qui pourraient le diluer, qui pourraient le supprimer, qui pourraient le modifier en fonction de ce qu'on va faire en tant que thérapeute. Donc, c'est un très bon tout exemple. à fait. Ouais, ça me va. Tout à fait. Alors, Euh, oui, continue si oui, tu veux. excuse-moi, Maximilien, juste pour conclure, parce que je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Une petite parenthèse, la psychanalyse ne s'intéresse pas à la disparition du symptôme, Mhm. mais elle entend le symptôme comme un message à décrypter. Oui, Et de ce fait, là aussi, ce n'est pas la même posture qu'un psychothérapeute. oui, Euh, alors j'ai envie de dire, le qui psychothérapeute, ne, il n'a pas pour objectif, il me semble que le voilà, psychothérapeute, il n'a pas pour objectif ultime de tout couper bêtement. Lui aussi, c'est la exactement, question de la voilà, fonction de toute façon. Alors après, que exactement. ce Alors, soit l'économie psychique, que ce soit dans une analyse fonctionnelle en TCC, que ce soit la tout à fonction fait, du problème dans un système ou le sens existentiel, je crois qu'on pourrait tomber dans la caricature c'est qui ça, serait que certains exactement. psychothérapeutes sont des techniciens qui arrachent les symptômes. Mais ça, c'est un Voilà, problème individuel parce que les textes ne disent jamais ça nulle part, en fait. on est tout à fait en phase et c'est pour ça que je voulais le préciser parce que dans le travail qui a été effectué avec cette jeune femme, l'idée n'était certainement pas de travailler sur la disparition du symptôme et c'est une idée reçue que de croire que les psychothérapeutes sont du côté du discours du maître avec l'idée de la disparition du symptôme. Pour moi, un psychothérapeute, c'est une personne qui reçoit des personnes en souffrance et qui ont besoin d'aller mieux. Et notre job, c'est de faire en sorte qu'ils aillent mieux. Hmm. C'est très simple pour moi, mais ça n'implique pas effectivement la disparition du symptôme comme on a tendance souvent à l'entendre. Et c'est pour cette raison-là que je voulais prendre cet exemple. On peut travailler aussi en écoutant quelque chose du symptôme et ce qu'il vient dire pour le sujet, pour le patient. Parfait. Très bien. Bon, bah, tu réponds parfaitement parce que je trouve que c'est clair et ça éclaire pas mal de choses. Là, on était sur la clinique. J'aimerais bien qu'on aille un peu plus sur la profession. Oui. J'aimerais savoir ce que tu penses de la profession de psychologue en France et du titre de psychothérapeute. C'est assez clair comme question. J'aimerais savoir ton positionnement, ce que tu as à en dire. Voilà. Alors, je vais être très honnête. Ah bah, Peut-être tant que qu'à je faire. risque. Oui, oui, sois Oui, honnête. ben, On y va. je veux dire, parce que je pense, pourquoi je dis ça? Voilà, en principe, quand on commence à introduire ces propos comme ça veut dire que derrière, On est mal il va barré. y avoir, voilà, exactement, on est mal barré, il va y avoir une petite avalanche. Mais en même temps, que dire? Je vais le dire simplement, je n'ai jamais dit que j'étais psychologue. Ah, Voilà. Je me suis toujours présenté comme psychothérapeute et bien des années plus tard comme thérapeute narratif. Euh, Parce que la formation pour moi en France présente des carences énormes. On peut revenir sur les modalités d'enseignement, on peut revenir sur les difficultés ensuite lorsqu'on est lâché dans l'arène institutionnelle, d'avoir quelques outils qui, pour le coup, nous aideraient bien dans le cadre d'accompagnement clinique. Je ne parle même pas de thérapie, mais au moins d'accompagnement clinique. Euh, Nous avons un enseignement théorique très costaud, pluridisciplinaire, parce que les gens ne le savent pas peut-être, mais enfin, en tout cas, les non-psychologues, je dirais. Mais le psychologue n'est pas qu'un psychologue clinicien. Il ne se spécialise qu'à partir du master. mhm. Mais pendant 3 ans, il y a des statistiques, il y a de la neurobiologie, il y a de l'anglais pour la recherche aussi. On aborde la psychologie sociale, la psychologie différentielle, la psychologie
clinique, bien évidemment, développementale. Donc, la psychologie, c'est large. Ouais. Donc, c'est important de le préciser, mais en même temps, lorsqu'on arrive en quatrième année, on commence à se spécialiser en psychologie clinique, comme si tout le reste n'existait pas. Mais l'université forme des psychologues, elle ne forme pas des psychanalystes, souvent, ou des psychothérapeutes. Souvent, la Des confusion… psychologues cliniciens, parce que le seul titre qui existe, c'est psychologue. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, l'image que j'ai de la profession, en tout cas de psychologue, commence déjà par, pour ma part, en tout cas, une carence énorme au niveau de la formation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'allais dire, certains collègues aussi qui s'inscrivent dans des guerres de chapelle qui n'ont strictement rien à voir avec la profession pour ma part. Et c'est pour cette raison-là que j'ai été content lorsque j'étais en doctorat d'avoir un patron comme Jean-Louis Pettinelli, par exemple, qui prônait l'éclectisme et aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, quoi, et aller voir un peu sans avoir d'a priori, ce qui est très difficile parce que c'est une posture où nous sommes et où nous devrions être, à mon sens, en permanence, sans doute. Voilà. Pour pouvoir au moins questionner, revisiter, critiquer, un peu comme sur le modèle de l'école de Francfort. Tu vois, cette école avec Habermas, Adorno, toute cette école-là où effectivement toute approche était critiquée et critiquable, certes, mais bien évidemment de manière constructive. Ce que je ne retrouve pas avec certains collègues dans la profession. Voilà, c'est un petit peu, chacun tire sa couverture un petit peu. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que les nouvelles générations, les jeunes diplômés, les jeunes psychologues diplômés, Ouais. commencent, eux, en revanche, à entendre quelque chose on va dire le mot, de cette ouverture. Ouais. Ça laisse plutôt un bon espoir pour ma part, parce qu'on commence à avoir des échanges sans forcément travailler avec les mêmes approches ou les mêmes outils. Ouais. Mais ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Mais jusqu'à présent, voilà, c'est la deuxième critique que j'apporte. Et puis après, par rapport à la profession toujours, parlons un peu, parce que je sais que nous ne sommes pas très à l'aise avec cette question de l'argent, mais je trouve ça scandaleux, je dis bien scandaleux, qu'un psychologue débute sa carrière à 1 500 € par mois, environ, et encore lorsqu'il est à plein temps, en fonction publique hospitalière ou fonction publique territoriale, et Ouais. terminera sa carrière à peu près à 2002-2003, en principe. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une non-reconnaissance de notre profession. La faute à qui? Là, pour le coup, La faute à alors qui? là, je pense que si on peut parler de faute, mais je pense que déjà, on devrait se l'attribuer à nous-mêmes. Ce serait pas mal. Déjà. Ouais, ce serait pas mal. Parce qu'on a du mal déjà à parler de nos professions, à faire ce genre de distinction aussi entre les professions, psychologue, psychothérapeute, psychiatre, psychanalyste. Bon, maintenant, on peut même parler de… Enfin, on n'en parle plus, de psychopraticien. Avant, on pouvait parler de psychopraticien, maintenant, on n'en parle plus. Mais c'est important de pouvoir se parler, de pouvoir aussi communiquer. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais avec ces interviews. Et très sincèrement, je trouve cette initiative qui arrive à point nommé. Parce que je pense que la profession, de toute manière, va être emmenée à bouger, à changer. Et dans tous les cas de figure, en France, j'ai l'intime conviction que si nous ne nous mobilisons pas, le politique, le législateur va taper à notre porte, comme en 2004. Et il vaut mieux être prêt et proposer quelque chose plutôt que d'attendre que le législateur ou le politique vienne taper à notre porte. On a le souvenir en 2004 de l'amendement Accoyer, par exemple, Ouais. qui aurait pu nous coûter très, très, très cher. Et là, chapeau pour le coup aux copains psychanalystes qui se sont mobilisés, pas que, les psychologues aussi, les psychiatres et les psychothérapeutes, mais tous pour des raisons différentes. Mais justement, le titre de psychothérapeute, t'en penses quoi alors? Bien, le titre de psychothérapeute,
j'aurais envie de m'appuyer, par exemple, sur ce qui se fait en Italie. En Italie, par exemple, un étudiant fait son parcours universitaire avec un diplôme universitaire. Au bout de 5 ans, il est psychologue, mais pour devenir psychothérapeute, il doit évoluer au sein d'une école pendant 4 ans en dehors des murs de l'université, ce qui revient à l'équivalent d'un bac+9. Donc, pour ma part, j'ai envie de dire qu'on pourrait s'inspirer de ce modèle. On a déjà la réforme LMD, licence, master, doctorat. Eh bien, pourquoi pas faire en sorte que un psychothérapeute est en mesure d'exercer du moment où il a son doctorat, par exemple. C'est une idée, hein. Je jette ça, comme une bouteille à la mer. Ouais. Mais peut-être que ça donnerait aussi… Une bouteille dans la mer agitée. Ouais, dans la mer agitée, exactement. Là, je pense qu'en disant ça, je jette une bouteille dans la mer agitée. Mais j'avais parlé d'avalanche, maintenant on est sur la mer agitée, sur la tempête, on y revient. Ouais, exactement. Ça se passe comment la collaboration avec les psychiatres, avec toi? Est-ce que tu peux nous en parler? Quelques mots, Oui, peut-être rien à en dire, je ne sais pas. Hein, oui, alors moi je travaille beaucoup, alors comme j'exerce principalement en libéral, mais je travaille beaucoup avec des médecins généralistes, des pédiatres, enfin des médecins en règle générale, très peu de psychiatres. Comment ça se fait? Ben parce que les psychiatres avec qui je travaille, lorsque je travaille, sont eux-mêmes psychothérapeutes aussi. D'accord. Et j'ai tendance plus à les solliciter en libéral, j'entends bien. Mais pas en tant que psychothérapeute, c'est ça? Exactement. Moi, je les sollicite en tant que psychiatre s'il y a une prescription qui s'impose. Ouais. Et j'entends par prescription qui s'impose en cas d'extrême urgence. Je parle par exemple dans une situation où un patient a un délire caractérisé avec une construction délirante, une structure psychotique. Voilà, un patient qui serait sous l'emprise de la psychose, quoi, par exemple. Hein, voilà. Mais pour moi, c'est compliqué parce que soit le psychiatre est uniquement porté sur les médicaments et il peut avoir du mal à comprendre que nous, avec notre savoir en thérapie, en tant que psychologue aussi, on puisse l'orienter vers lui. Donc, c'est un problème. Et quand il est psychothérapeute, parfois, le psychiatre, ça ne lui plaît pas il y a des psychiatres, ça ne leur plaît pas de prescrire. C'est juste. Donc, ils récupèrent le patient et deviennent le nouveau psychothérapeute. Donc, moi, parfois, j'ai du mal parce que je me suis dit, bon, bah, si quelqu'un prescrit, on va pouvoir s'entendre, on ne fait pas la même chose. Mais certains, justement, se disent, et peut-être à juste titre, j'en sais rien, on ne va pas me faire une ordonnance, je ne vais pas me faire une ordonnance par un psychologue pourquoi pas, médiquer un patient. Donc, c'est un peu compliqué. Je crois qu'il y a quelque chose dans mon idée à voir de comment on fonctionnerait avec eux, puisqu'on est parfois amené à plus collaborer que ça même, aux patients communs. Mais alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, en tout cas avec les psychiatres avec lesquels je travaille, peut-être que c'est le doctorat qui a une influence sur ce public-là aussi, je n'en sais rien. Mais lorsque l'on parle, en tout cas avec les psychiatres avec lesquels je bosse, le psychologue ou le psychothérapeute, en l'occurrence, a tout à fait la possibilité, la latitude, j'ai tout à fait la possibilité, la latitude d'avoir un repérage clinique et de proposer ma grille de lecture, quoi. Ouais. Ce qui implique un échange constructif. Donc, on n'est pas le psychiatre vu du côté du pouvoir. Oui, je comprends. Voilà, même au-delà du conflit, mais même au-delà du conflit, tu vois, même quand on n'est pas avec quelqu'un conflictuel, il y a des psychiatres qui, j'ai cette sensation, sont complètement déconnectés par rapport à ce qu'on fait, parce que soit ils sont très psychothérapeutes, et donc on est sur, on est sur une chasse gardée, soit ils sont tellement médicaments qu'on a du mal parfois même à pouvoir communiquer ensemble. Oui, ça c'est juste. Voilà. Je sais que ça fonctionne comme ça chez les collègues, très souvent en tout cas, chez certains collègues. Mais cette question-là, je l'ai évacuée en faisant en sorte aussi de proposer des formations et la plupart des participants sont des psychiatres aussi. Donc, c'est intéressant quoi. Enfin, voilà, de travailler aussi en bonne intelligence, si j'ose dire. Et je précise une chose,
je n'aime pas les postures de principe, à savoir je suis contre ça, je suis contre ça. En règle générale, je suis plutôt pour, moi, faire les choses plutôt que contre quelque chose. Mais en tout cas, je suis pour ne plus médicaliser à tour de bras avec des prescriptions et des molécules qui assomment littéralement nos patients. J'ai juste un petit exemple, ça va être… ça va aller vite. Je reçois par exemple des adolescents ou des jeunes adultes qui, suite à une rupture amoureuse, par exemple, ont fait l'objet d'une prescription d'antidépresseurs. Et là, on parlait de recadrage tout à l'heure. Qu'est-ce que je dis? Je dis, mais vous ne souffrez pas ou tu ne souffres pas d'un syndrome dépressif ou d'une dépression, mais d'un chagrin d'amour. On n'a pas besoin de molécules pour ça. Et c'est vrai que là, pour le coup, tu sais bien que c'est une sécurité. Tu sais bien que c'est une sécurité qu'on peut se donner à ce moment-là. Parce que, parce que si on n'est pas thérapeute et si on n'a pas la fibre un peu psychologue, on peut se dire qu'on a juste quelqu'un qui pleure et qui a des idées noires et que si on ne sait pas quoi faire d'autre, on met un médicament pour pouvoir bien dormir le soir et se dire que la personne n'a peut-être pas fait une connerie. Donc, c'est aussi une question de connaissance, je crois, et d'être rassuré d'une certaine manière. D'où l'intérêt, pour répondre à ta question sur le titre ou le statut de psychothérapeute, qui, pour ma part, doit faire l'objet d'un travail plus rigoureux pour qu'il y ait une reconnaissance des psychothérapeutes. Et pourquoi pas passer par un doctorat, une thèse à portée professionnelle, quoi, hein. Ça pourrait tout à fait être jouable. Ça peut se faire. Ça peut se faire. D'ailleurs, c'est comme ça que quand moi j'ai soutenu ma thèse, je l'ai soutenue avec cette intention-là, hein, à vrai dire, hein, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de mon cursus et faire un petit peu comme il faut en Italie, mais à part que je suis resté dans l'enceinte universitaire, tout en piochant à l'extérieur sur des approches comme la systémie, par exemple, la thérapie narrative ou les thérapies cognitivo-comportementales. Justement, si tu devais refaire ton parcours, tu referais tout pareil? Est-ce que tu ferais un peu différemment? Je referais différemment. Je pense que j'irai à l'étranger. Ouais. Je pense que j'irai à l'étranger. À partir de la licence, je pense que je serais parti en Italie. Ouais. Pourquoi pas la Belgique aussi? Ouais. Je pense que j'aurais oscillé entre les deux pays. Parce que quand on parle avec les collègues de la communauté européenne, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des différences qui sont marquées, hein. Ils nous regardent parfois avec des yeux grands ouverts en disant c'est un peu curieux la manière dont vous fonctionnez. Je sais bien, je voilà. suis d'accord avec toi. Et quand je parle de ça à d'autres Français, parfois ils ne sont pas forcément en accord. Donc c'est pour ça que mon objectif, c'est d'avoir d'autres francophones qui viennent nous parler, notamment suisses, notamment québécois, notamment belges, et pourquoi pas d'autres pays, si l'interlocuteur parle français, pour pouvoir nous parler un peu de la vision de la profession selon leur pays. Parce que je pense que ça peut être une source d'inspiration qui n'est pas négligeable pour nous, quoi. Tout à fait. On a des présupposés qui sont très relatifs en fonction des frontières et des cultures. Donc, il y a peut-être des choses à aller chercher ailleurs. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Est-ce que, pour terminer, tu aurais un conseil à donner aux futures générations alors d'étudiants, mais pas que, aussi de professionnels, dans les années à venir? Ah oui. Mais dans la place d'un papy, qu'est-ce que tu veux leur dire alors? Dans la place des papys, Michael White, qui a été l'un des précurseurs des thérapies narratives, disait pratiquer encore, pratiquer toujours. Au plus j'avance dans la profession, même si je suis féru d'épistémologie, de différents paradigmes, même de théories, nos meilleurs enseignants sont nos patients. Nos meilleurs enseignants sont nos patients. Voilà ce que je leur dirais, pratiquer les lieux de stage, faites des stages, même en première année, en deuxième année. Si vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard, si vous voulez être psychothérapeute, etc., n'hésitez pas, faites des stages, même très jeunes, tapez aux portes, rencontrez des gens, et pas que des patients, mais aussi des gens de la profession, des gens de tous bords, et cultivons-nous.
Mmh. cultivons-nous. Là, je te coupais parce que ça me faisait penser à Milton Erickson qui donnait 3 conseils qui étaient observer, observer et observer. euh, et qui disait que justement, il fallait suivre les théories du patient. Donc Exactement. les deux sont C'est ouais. exactement de ça dont il s'agit. C'est pour cette raison-là que, en règle générale, très sincèrement, avec les collègues d'horizons différentes de la profession, eh bien, on arrive à parler en bonne intelligence. Ouais. Et tu en es la preuve, hein, tu en es la preuve, puisque nous, on a pu échanger plus d'une fois. Et j'espère qu'on aura la possibilité de faire un ouvrage à deux mains, parce qu'on dit souvent à quatre mains, mais à deux mains, parce qu'on n'écrit pas avec nos quatre mains, quoi, hein. Oui. Donc, j'espère qu'on aura la possibilité de le faire, et notamment sur la question de la profession. Ça peut être bien ça. Ça peut être intéressant. Et donc, j'ai une petite exclue, mais il se murmure que déjà, après la diffusion de la première vidéo, il y aurait peut-être un intérêt pour certains universitaires qui m'ont contacté à diffuser ces interviews auprès de leurs étudiants. Donc là, on est à quelques jours du début là, et on est déjà en train de me parler de cette possibilité. Donc, ce serait une bonne chose, je trouve. C'est Je possible. n'en doute pas. Et pour ma part si l'université donne son feu vert, dans le cadre d'enseignement, c'est avec plaisir que je diffuserai la première vidéo déjà que j'ai vue et puis celles qui sont à venir. Bon, bah, très bien. Bah, je te remercie en fait. Ça a été, c'est toujours très dense. C'est la troisième interview, c'est toujours très dense. Il y a beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, peut-être qu'à l'avenir, ça pourrait même être intéressant d'avoir plusieurs intervenants qui Ah ont oui. déjà pris la parole d'ici quelques mois et de lancer un sujet. J'aimerais bien voir si on peut réussir à se parler à plusieurs voix. Sans que ça finisse mal, mais qu'au contraire, ça finisse Oui, bien sûr, ça bien finisse sûr. encore mieux. Voilà. Avec plaisir en tout cas, avec plaisir. Bon, bah écoute, je te remercie pour tout et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi. À très bientôt.